Voilà, donc, Monsieur Corbin, donc, vous avez été pendant 11 ans secrétaire général de l'AP-HP à Paris. À la suite de cette expérience, vous avez été élu par le bureau du Conseil économique et social, secrétaire général de ce même conseil. Enfin, vous êtes conseiller honoraire à la Cour des comptes. Monsieur Corbin, obéir ou désobéir à la loi, à la norme ou à la règle suppose un jugement sur le bien fondé de cette loi, de cette norme ou de cette règle. Quand on pense à la Cour des comptes et innovation, c'est deux mots qui peuvent paraître antinomiques, puisque la Cour des comptes, elle a un rôle, c'est un système de contrôle, elle a pour rôle donc de contrôler la règle de droit. Donc comment peut-on concilier innovation et respect des règles? Je vous laisse la parole. Merci d'abord de m'avoir invité, puis merci à Jean-Paul Seguin. Je pense que d'ailleurs dans son invitation, il y a un élément de, je dirais pas de perversité, mais un peu parce que effectivement j'ai une longue carrière administrative derrière moi. Je suis honoraire à la Cour des comptes, donc j'ai récupéré toute ma liberté ou quoi qu'elle n'aurait pas été entamée à la Cour des comptes, mais j'ai donc à la fois une possibilité de jeter un coup d'œil sur l'ensemble du fonctionnement de l'administration. Et puis, en fait, mon invitation, à mon avis, elle vient, et j'en profite parce qu'il n'est pas là, un jour, je lui ai dit, tu sais, je suis à la Cour des comptes, mais moi, dans toute ma vie administrative, j'ai détesté la Cour des comptes. Et alors, ça l'a fait rire, et je lui ai expliqué que je trouvais qu'au départ, c'était des inspecteurs des travaux finis. Et c'est vrai que dans les 10 ans que j'ai passé à la Cour, j'ai appris autre chose. Et donc, ce qui me permet peut-être d'échanger avec vous cet après-midi, c'est de vous faire partager. Alors, je vais résumer mon propos qui est un peu en deux moments. Le premier moment, vous allez voir, est un peu brutal. Il tient un peu en deux phrases. Si la Cour des comptes, l'institution supérieure de contrôle dans notre pays n'existait pas, il faudrait l'inventer. Mais la Cour des comptes n'a rien à voir avec l'innovation, relativement peu de choses, l'amélioration de la qualité administrative. Pour la simple raison qu'on ne peut pas demander à un corps de contrôle de fournir ce pourquoi il n'a pas été fait. Ça, c'est la première remarque qui va éclairer la première partie de mon propos. Et le deuxième moment, c'est au fond à partir d'essayer d'étendre la réflexion autour de la notion de responsabilité et autour d'un point qui, moi, me tient beaucoup à cœur, qui est la réflexion sur notre démocratie, sur la manière dont notre démocratie évolue, avec comme marqueur la manière dont, depuis maintenant à peu près une trentaine d'années, la Cour des comptes a pris une place de plus en plus importante dans notre vie quotidienne. Donc voilà un peu mes deux moments. Donc je voudrais un tout petit peu revenir sur une instance de contrôle ne peut donner que ce pourquoi elle a été faite. Et la Cour des comptes, à la fois depuis le Moyen-Âge et surtout depuis 1807, a été créée pour contrôler les comptables publics. Et mon propos est inexact, c'est pour contrôler les comptes. Car la Cour des comptes, dans son cœur de métier, comme on dit maintenant, elle est faite pour contrôler les comptes. Elle contrôle objectivement les comptes, elle ne juge pas les comptables. Et donc, à partir de là, l'histoire a fait qu'on a créé une instance. Il y a peu de pays qui ont créé ce type d'instance au sens de lui donner un caractère juridictionnel. Et la France, pour des tas de raisons, a choisi ce type de modèle qui est très particulier, puisqu'effectivement, il s'agit d'une magistrature, donc il s'agit d'un organe de contrôle extérieur, il s'agit d'un corps de contrôle qui a effectivement un statut judiciaire. C'est un corps de contrôle, par définition, mais pardon de la banalité, qui est a posteriori. Les contrôles sont a posteriori. Donc la conséquence, c'est qu'en fait, il ne décide pas. Et autre caractéristique auquel nous verrons à la fin de mon propos, auquel nous sommes tous, enfin notre démocratie est très sensible, ils sont totalement indépendants. C'est-à-dire que les magistrats de la Cour sont inamovibles. Donc, ils ne subissent aucune pression d'aucune sorte. Alors, donc voilà comment s'est constitué
cette instance supérieure de contrôle, ça c'est l'expression internationale, puisqu'il y a une association de ce qui correspond à la Cour des comptes dans le monde entier. La Cour, je vous disais tout à l'heure que, alors peut-être un petit mot pour essayer d'être le plus clair possible. Donc au fond, la Cour fait deux types de contrôle. Enfin, elle commence, son cœur de métier, c'est le contrôle des comptes des comptables publics. Ça, c'est un univers que vous connaissez bien. Mais au fur et à mesure, disons, dans la période qui va jusque dans les années 80, elle a vu son champ de contrôle s'étendre au fur et à mesure que s'étendaient les compétences de l'État. Alors ça a été le contrôle des organismes recevant des subventions publiques, ça a été ensuite le contrôle des entreprises publiques au moment des nationalisations, ça a été beaucoup plus proche de nous les contrôles des organismes de sécurité sociale, et encore plus près de nous, et c'est d'ailleurs un point sur lequel je reviendrai, les organismes faisant appel à la générosité publique. Donc il y a presque dans la mécanique normale de l'évolution du rôle de l'État dans notre pays, un accroissement du rôle de la Cour. Et j'arrête là mon propos, disons, sur ce que j'appelle le cœur de métier, aux grandes lois de décentralisation de 82, et donc qui ont abouti en pendant à la responsabilité accrue donnée aux élus, à la création des chambres régionales des comptes. Donc, si vous voulez, il y a là un premier bloc dont on va dire qu'il a un cœur de métier qui est celui que je vous rappelais, contrôle des comptes et non des comptables, avec petit à petit une extension sur la gestion, mais j'y reviendrai, selon des termes qui sont flous et ambigus. Mais pour revenir un peu plus sur la notion d'innovation et sur ma déclaration de principe, ou pas de principe, mais ma déclaration liminaire consistait à dire la Cour des comptes n'a rien à voir avec l'innovation. Au fond, vous contrôlez, comme ça m'est arrivé pendant ces années, un organisme, vous allez trouver un gestionnaire qui va vous expliquer la pratique. Nous sommes bien d'accord que nous parlons, à la différence de ce matin, de l'innovation administrative de procédure. Nous sommes dans un champ qui est beaucoup moins puissant que celui dont nous avons parlé ce matin. Un gestionnaire va expliquer qu'il a mis en œuvre tel type d'innovation. La réponse du magistrat de la Cour va être « Bon, à quelle règle de droit vous rapportez-vous ? Dans quelle ligne, sur quoi repose la légitimité juridique de ce que vous avez mis en œuvre ?» La Cour n'est pas là à ce stade, et n'est pas là du tout pour contrôler la qualité de l'innovation. Elle est faite pour contrôler la régularité. Ça peut paraître choquant, mais il faut quand même y regarder. Il faut quand même y regarder d'un petit peu plus près. Au fond, dans le système qui est le nôtre, il n'y a aucune raison, théoriquement, l'antinomie entre innover et ou désobéir n'a pas de sens. Je m'explique. Il suffit aux décideurs, je laisse ce mot entre guillemets, de mettre en place un appareil juridique offrant une autonomie suffisante à un gestionnaire. Je veux dire, on ne peut pas reprocher à la Cour de faire ce simple constat, cette simple interrogation. Vous avez pris une mesure, sur quelles règles de droit s'applique-t-elle, à quelle chaîne de droit correspond-elle? Même si cette innovation est bonne, au pire, le magistrat va souligner dans ses observations qu'il y a eu des effets positifs, mais surtout, il va dire où il y a une règle de droit qui existe, et alors à la limite, il ne fera même pas d'observation, où il n'y a pas de règle de droit, et il va soit sanctionner l'ordonnateur, soit demander aux décideurs de mettre en place cette règle de droit. Et vous voyez bien que dans la mécanique qui est la nôtre, il ne peut pas en être autrement. Il faut bien à un moment donné que quelqu'un, dans une mécanique de régulation qui est la nôtre, il faut bien respecter la règle. Et on ne peut pas reprocher, on ne peut pas, comme
comme on l'a senti ce matin sur les problèmes de réglementation, etc., et je vais revenir sur ce point, on ne peut pas reprocher à la réglementation d'exister. Car, au fond, quels sont nos systèmes de régulation? Où on est sur le marché. Et alors, c'est effectivement... alors, il y a des textes qu'il faut bien entendu respecter, mais le résultat, la mesure de la régulation va être le compte de résultat. Où on est dans la sphère politique. Et alors, c'est l'élection. Il y a, à un moment donné, à date régulière, il y a des gens qui vont vous renvoyer chez eux, qui vont voter. À partir du moment où on n'est ni dans l'un ni dans l'autre, on est forcément dans un mode de régulation qui est un mode de régulation juridique. C'est-à-dire qu'il faut respecter... Il y a une règle. Alors ensuite, on peut constater, et je le fais ayant quand même une petite expérience hospitalière, il est évident qu'aujourd'hui, la règle de droit, et notamment dans le domaine hospitalier, met les gestionnaires, et je vais revenir sur cette notion de gestionnaire, met les gestionnaires face à un paradoxe ou à une sorte de contrainte impossible, c'est où ils font marcher leur hôpital, et ils vont enfreindre quelque part une règle de droit, c'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, dans la mécanique actuelle, on les conduit au risque. Et ça, c'est une situation, on voit bien, il y a j'ai coutume de dire, avec ma longue expérience administrative, que l'administration française, et notamment hospitalière, fonctionne parce qu'il y a des gestionnaires, des directeurs qui acceptent de prendre des risques. Et ça, je suis absolument persuadé, mais vous allez peut-être me dire le contraire, si un directeur d'hôpital, et je suis notamment décidé aujourd'hui d'appliquer à la lettre l'ensemble de la réglementation, je pense que l'hôpital s'arrête. Mais ça, c'est une anomalie qui ne remet pas en cause le règne de la règle de droit. Ça veut dire que les mécaniques de gouvernance, pour reprendre des mots qui ont été employés ce matin, n'est pas satisfaisante. C'est-à-dire qu'on n'a pas dégagé les règles de droit, les zones d'autonomie qui permettraient à l'hôpital à la fois de fonctionner normalement et d'avoir une capacité innovatrice. Alors, ceci dit, il faut faire très attention à ce terme. Je partage ce qu'a dit notre animatrice sur l'innovation définie comme souplesse, habileté, adaptation, etc. Mais face à une capacité d'autonomie que sous-tend la notion d'innovation, il faut mettre en face une responsabilité. Parce que je vous rappelle tout de même que puisque nous sommes dans ce champ-là, c'est bien de l'argent public dont nous parlons. Et ça, qui est responsable de l'argent public? Enfin, je veux dire, c'est un problème dont on ne peut pas sortir. Si, dans une mécanique de gestion d'argent public, où donc ce n'est pas le marché, ce n'est pas on ne va pas... ce dont, je vais vous le dire, ce dont rêve Jean-Paul Segade, c'est qu'on puisse fermer des hôpitaux comme en Allemagne. Mais comme on ne peut pas le faire, on est bien forcé d'être dans la règle de droit. Davantage d'autonomie pour davantage d'innovation veut dire davantage de responsabilité. Alors là se pose une question vraiment très très intéressante sur laquelle je voudrais juste attirer votre attention. Vous savez que, vous savez ça par cœur, nous distinguons le comptable et l'ordonnateur. Donc la Cour contrôle les comptes et peut mettre en débet, comme on dit, en cas de manquement, les comptables. Mais il y a les ordonnateurs. Alors, pour vous donner un exemple, c'est un sujet très, très passionnant sur lequel je voudrais attirer votre attention. En 1807, quand Napoléon donc recrée la Cour des comptes, il a un article 18 qui dit que, bien entendu, les ordonnateurs ne sont pas soumis au contrôle de la Cour des comptes. Alors, ça a un peu évolué et on a créé un organisme que je connais qui s'appelle la Cour de discipline budgétaire et financière, qui m'a condamné pour ma gestion du Conseil économique et social, parce que la Cour des comptes adore ça, adore condamner un des siens, ça lui fait la laine fraîche et ça montre son impartialité. Mais si je vous donne cette histoire, un peu cette histoire de chasse, c'est pour la raison suivante. Au fond, au gros, aujourd'hui, il y a à peu près 110 000 ordonnateurs. Sur les 110 000, sur l'ensemble de la France, sur les 110 000, il doit y en avoir 90 000 qui sont des élus, députés, maires, présidents de conseils généraux, etc., qui ne sont pas soumis au contrôle, qui ne peuvent pas être attraits devant la Cour de discipline budgétaire.
C'est-à-dire qui il reste? Ben, il reste, voilà, exactement, il reste vous, moi, nous, c'est-à-dire, parce que c'est frappant, mais Guy connaît ça, c'est-à-dire que le ministre ne peut pas être attrait devant la Cour de discipline budgétaire, mais son directeur de cabinet, oui. Donc on est là dans une mécanique où la notion de responsabilité est une notion de responsabilité, et ça me ramène à mon point précédent quand je disais qu'au fond, grâce à ou à cause de l'éthique de responsabilité qui est la vôtre, vous gérez en risque, ce qui n'est pas normal. Mais par ailleurs, pourrait-on attraire devant la Cour de discipline budgétaire un ministre? Compliqué. Je ne sais pas ce qu'on pense notre professeur Dubernard, mais je crois que c'est impossible constitutionnellement. Vous ne pouvez pas mettre face à face de manière brutale des juges et puis des juges qui tiennent leur légitimité d'un mécanisme constitutionnel avec en face des élus qui eux-mêmes sont des élus qui est la source même de tout pouvoir. Mais nous nous retrouvons quand même confrontés à une difficulté qui est que les espaces, c'est bien parce que les politiques n'ont pas su dessiner juridiquement les espaces d'autonomie et de liberté que des gestionnaires se retrouvent à risque et qu'il y a là... Alors, comme toujours dans notre pays, heureusement il n'y a pas mort d'homme, je m'explique. J'ai été condamné, je suis maintenant en cassation devant le Conseil d'État, à 5 000 € d'amende. Bon, je ne vais pas en mourir. Bon, mais c'est le principe. Les uns et les autres, nous pourrions, parce qu'on aura fait telle ou telle chose, notamment améliorer la gestion, n'est-ce pas Jean-Paul, qu'on peut se retrouver devant la Cour de discipline budgétaire. Donc, le premier point de mon propos, il n'y a pas d'antinomie entre règles de droit et innovation. Il faut simplement adapter la règle de droit. Mais quand on adapte la règle de droit et qu'on donne davantage d'autonomie, il faut mettre en face la responsabilité parce que c'est de l'argent public. Premier point. Deuxième point, alors là c'est un petit élément, mais je vais peut-être passer rapidement là-dessus. C'était au fond, dans le sujet dont nous avions à traiter, il y avait quand même la notion d'amélioration de la qualité administrative. Enfin, il y avait innovation et nous n'étions pas dans l'innovation scientifique dure. Mon analyse là-dessus, c'est que, certes, la Cour peut participer de l'amélioration de la gestion de la qualité de la gestion administrative, mais d'une manière relativement très indirecte. Pour, je dirais, 3 raisons essentielles. Un, c'est que, comme je vous le disais, dans sa nature, elle intervient a posteriori, elle fait des observations. 2, là, je vais critiquer mon ancienne maison. Au nom de l'indépendance du magistrat, les contrôles de... Alors, la Cour, ça c'est très intéressant, notez-le, la Cour ne parle pas de contrôle de gestion, mais de contrôle de la gestion. Il ne faut pas confondre les torchons et les serviettes. Ce sont le privé qui éventuellement fait du contrôle de gestion, la Cour fait du contrôle de la gestion. Et alors, ça reste très lié d'ailleurs au contrôle des comptes. Moi, je ne suis pas il y a encore quelques mois, j'ai contrôlé en tant que magistrat, j'ai fait un contrôle juridictionnel des comptes. Enfin, j'ai été assisté sur ce sujet extrêmement délicat. Et puis, il y avait un contrôle de la gestion. Mais là, c'est un reproche qu'on peut faire à la Cour. Au nom de l'indépendance des magistrats, des contrôles qui sont très peu formalisés, alors que dans tous les cabinets d'audit, c'est des systèmes extrêmement formalisés. Donc, la Cour n'a jamais été très, très à l'aise sur ce contrôle de gestion. Et il faut attendre un texte de 2001, je crois, qui d'ailleurs visait les chambres régionales des comptes pour commencer à avoir une définition, pour trouver un texte relatif au contrôle de la gestion par la Cour. Et alors, je vous le lis, mais vous allez voir que c'est mon propos n'est pas désagréable, mais c'est extrêmement banal. L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre, sur l'évaluation des résultats par rapport aux objectifs fixés. Et le texte précise les objectifs fixés ne pouvant faire l'objet d'observations. Donc ça s'adressait aux chambres régionales des comptes. Alors, c'est vrai qu'on retrouve là, disons les fameux, ce que nous avons tous appris autrefois, l'économie, c'est-à-dire le fait de minimiser les coûts,
l'efficience de maximiser les résultats compte tenu des moyens mis en œuvre, et puis l'efficacité atteinte compte tenu des objectifs. Alors, au fond, ce que j'ai envie de dire, c'est que la Cour exerce une sorte et ça je suis très persuadé de ça. La Cour exerce une sorte de magistrature de la pingrerie qui est extrêmement positif. Alors, je m'explique. Je veux dire que sur le contrôle de la dépense au sens de minimiser les coûts, c'est certainement et je le dis à la fois, enfin pas en voulant être drôle, mais c'est quelque chose qui est très important parce qu'il n'y a pas d'autre endroit, au fond, en France, où on va aussi bien dans les services de l'État que dans des organismes, des établissements publics, etc., avoir comme obsession de diminuer les coûts. Alors vous me direz, le résultat n'est pas probant si l'on considère que depuis 40 ans, aucun budget de la France a été voté en équilibre, ce qui est certainement vrai, mais pour d'autres raisons d'ailleurs. Mais je voudrais simplement que nous notions sur cette... Alors, et je racontais à notre animatrice que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal, moi-même au début, à faire remarquer à tel gestionnaire qu'il avait déjeuné 3 fois pour 130 €. Et je m'en étais plaint parce que je trouvais ça complètement ridicule. Et mes vieux, parce qu'à la Cour, quand on arrive, on a un mentor qui est donc un vieux magistrat. Et les vieux magistrats m'avaient dit, et donc je vous le répète, parce que je trouvais que c'était frappé au coin du bon sens, si nous on ne le fait pas, personne ne le fera. Et j'ai trouvé que c'était donc cette vision de minimiser les coûts, je trouvais que c'était plutôt c'était assez intéressant. Et ça a forcément une incidence sur la gestion. Alors, l'autre aspect, c'est sur maximiser les résultats. Oui, parce que, et ça va annoncer mon propos suivant, c'est que, je vais vous donner un exemple d'ailleurs là-dessus, l'information est révolutionnaire. C'est vrai que dès que vous mettez un certain nombre d'informations sur la table, pas forcément, hein, je ne parle pas encore, en tout cas du rapport public ou des rapports thématiques, mais quand vous contrôlez un organisme, un établissement public, et qu'avec un conseil d'administration, et que donc vous allez envoyer un texte en disant que vous avez l'organisme a dépensé tant de millions, etc., ça a forcément des effets. Le troisième élément, et ça je pense que vous y serez sensible, c'est les résultats par rapport aux objectifs. L'un des drames que nous avons tous vécu, c'est que personne ne nous a jamais fixé d'objectif. Ça, c'est un problème majeur. C'est-à-dire, penser qu'on fait du contrôle de la gestion sans avoir d'objectifs préétablis, ça montre bien, enfin moi en tout cas, mais je suis prêt à en discuter, je voudrais savoir quel objectif on va donner à la gestion de la paix de Marseille. Alors si, on va peut-être lui dire il faut réduire vos coûts, il faut faire des choses comme ça, mais ce n'est pas ça un objectif. Donc on est là sur un sujet qui est quand même extrêmement délicat. Alors, donc sur ce point-là, j'ai une réponse nuancée. Je pense que là aussi, si la Cour n'existait pas, il faudrait l'inventer au sens de il faut bien quelqu'un qui dise systématiquement c'est trop cher, vous auriez pu faire mieux, etc. Je pense que là-dessus, c'est un élément, à mon avis, positif. Je retire d'une conversation avec Jean-Paul Segat que, alors, c'est très français ce que je vais dire, et donc je l'assume. C'est vrai que la Cour peut le dire, que quelquefois les chambres régionales ne peuvent pas le dire, parce que, alors vous allez voir mes chevilles gonflées, parce que les magistrats de la Cour sont d'un, comment pourrais-je dire, allez, on va employer une espèce de mot neutre, d'un statut supérieur aux chambres régionales des comptes. Et ça tient simplement à l'histoire. En 82, quand on a créé les chambres régionales des comptes, on a ouvert le recrutement de manière extrêmement importante. Et au fond, il peut y avoir le pire et le meilleur. Je n'insisterai pas sur ce point. Alors tout ça va se corriger, et c'est corrigé au fil des années. Mais on retrouve avec l'existence des chambres régionales des comptes un vrai sujet qui est à la fois le problème de la qualité des magistrats, et puis en même temps le problème de le magistrat face à l'élu. Je ne sais pas, j'avoue là mon ignorance, j'ai pas de texte ou de papier qui me permettrait d'être affirmatif.
Je ne sais pas si l'existence des chambres régionales des comptes, indispensable par ailleurs, parce qu'il faut un gendarme, hein, la peur du gendarme, du radin de service est un rôle indispensable. Mais est-ce qu'elles ont vraiment modifié la gestion des communes? Je parle des communes, hein, là, je ne sais pas, je suis un peu sceptique. Je suis un peu sceptique, mais parce que très vite, on se heurte au problème de l'élu. Alors bien sûr, de temps en temps, il y a un scandale, un élu qui a vraiment fait n'importe quoi, mais ou piqué dans la caisse, etc. Bon, ça finit par se voir. Mais le pouvoir des chambres régionales est beaucoup moins important vis-à-vis des élus que les pouvoirs de la Cour elle-même. Donc, cette question, je vous la livre aussi. Je voulais juste vous donner un exemple, parce que moi j'ai beaucoup aimé faire ça. La Cour, depuis 1991, a le contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique. Mais c'est un contrôle extrêmement encadré, c'est-à-dire qu'au fond, le politique avait à choisir, enfin à faire en sorte, et c'est très intéressant, je voulais attirer votre attention, entre la liberté d'association d'une part, élément fondamental de notre démocratie, et c'est l'ancien secrétaire général du Conseil économique et social qui parle, et en même temps, exercer une fonction de crédit public, là au sens vraiment du 18e, c'est-à-dire faire en sorte que l'argent des donateurs, qu'on vérifie que l'argent des donateurs est bien utilisé conformément à l'appel aux dons qui a été fait. Et donc j'ai fait ça pendant plusieurs années, je trouvais ça très intéressant, d'abord parce que j'ai trouvé qu'en général nos grands organismes, moi j'ai contrôlé le Secours populaire, j'ai contrôlé une partie de la Croix-Rouge, à l'époque du tsunami, etc. J'ai découvert des organismes qui fonctionnaient magnifiquement. Enfin, ce sont vraiment des très grandes choses avec des grands professionnels, etc. Mais mon contrôle, c'était simplement, bon, vous avez fait un appel aux dons, vous avez écrit ça, qu'est-ce que vous avez fait de l'argent? Et quand on publie un rapport, puisque les rapports de la Cour, alors, les rapports de la Cour d'organismes ne sont pas publics, les rapports de la Cour, quand ils sont thématiques, l'aide aux enfants, etc., ça c'est publié, et sont obligatoirement publiés les rapports sur la générosité publique. Et ça a un impact absolument considérable. Je veux dire, le simple fait qu'on écrive qu'à ce moment-là, peut-être que la Croix-Rouge a fait un appel qui dépassait ce qu'elle a fait de l'argent, fait que les gens rentrent dans les rangs immédiatement. Donc je ferme ma parenthèse, mais ça montre bien la diversité des interventions de la Cour en dehors de son côté Monsieur Mr. Pingre est celui qui est là pour, au fond, en dernier recours, je dis bien en dernier recours, défendre l'argent public. Parce qu'il y a un grand débat, et c'est est-ce que les élus défendent l'argent public? C'est une question intéressante. Hein. Bien sûr qu'ils sont là pour ça, c'est évident, mais je reviendrai sur ce sujet. Je vous disais donc, en début de propos, que... En fond, la place que la Cour des comptes occupe dans notre démocratie a énormément augmenté depuis maintenant une trentaine d'années. J'ai pris un point de départ qui était 80, 82, mais j'aurais peut-être pu prendre... Non, ça me paraît une bonne... C'est à peu près à ce moment-là que les choses évoluent. Et cette évolution... Je me suis intéressé à cette évolution parce qu'elle me paraît révélatrice d'une évolution de notre démocratie. Et qu'à partir de là, je crois qu'on peut réinterroger notre problématique générale de ces 3 jours sur l'innovation et sur la qualité administrative. Cette évolution est assez considérable. J'ai noté pour vous le lire, peut-être vous l'avez en tête. La dernière réforme constitutionnelle de 2008 a ajouté un article 42.2 à la Constitution qui dit, alors la liste est assez longue, la Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du gouvernement. Elle assiste le Parlement et le gouvernement dans le contrôle et l'exécution de la loi de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que de l'évolution des politiques publiques. Excusez du peu. Par son rapport public, je cite toujours le texte, elle contribue à l'information des citoyens. Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle des résultats de la gestion de leur patrimoine et de la situation financière. Ce dernier point
reprend le mouvement que vous connaissez tous de rapprochement de la comptabilité publique vers la comptabilité privée. Pour moi, j'ai commencé ma carrière à une époque où la comptabilité publique est une sorte de comptabilité de caisse. On voyait ce qui rentrait, ce qui sortait, et on contrôlait. Et petit à petit, elle s'est dirigée, elle a retrouvé la comptabilité privée avec cette notion de fair value, c'est-à-dire de rendre une image fidèle. Et je crois que dans les... Je ne sais pas, mais vous me confirmerez ou pas. Je crois que maintenant, dans les hôpitaux, vous avez les deux comptabilités. Vous avez la comptabilité de caisse, ou peut-être vous n'en avez plus qu'une, j'en sais rien. Mais enfin, on est vraiment dans ce mouvement du rapprochement de la comptabilité privée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, outre le cœur de métier que j'ai développé tout à l'heure, contrôle des comptes et contrôle de la gestion, la Cour des comptes est chargée de la certification des comptes de l'État. Mais alors, excusez du peu, ça a commencé, moi j'arrivais à la Cour, et ça a dû commencer en 2006. Il y a très peu de pays qui ont une certification de leurs comptes. Moi, je trouve ça très très bien. La Cour a toujours certifié, mais avec réserve, et notamment sur la branche famille, par exemple, de la sécurité sociale. Donc, il y a un effort tout à fait considérable. Alors, elle est chargée de l'évaluation des politiques publiques. Elle n'a pas encore commencé, puisque l'évaluation des politiques publiques est un exercice extrêmement complexe, alors, sur laquelle la méthodologie reste encore vraiment à définir. C'est un débat majeur. Dans beaucoup de pays, l'évaluation des politiques publiques est confiée, ce qui me paraît en plus assez logique, uniquement à des organismes dépendants du Parlement. La Cour est comme vous l'avez remarqué, est dans cette position intermédiaire pas intermédiaire, dans cette position médiane entre l'exécutif et le législatif, depuis un arrêt du Conseil constitutionnel. Donc, l'évaluation des politiques publiques est devant nous, c'est un challenge remarquable, c'est très difficile à faire. La Cour a fait quelques très beaux exercices que vous trouverez sur le site de la Cour, notamment sur le coût du nucléaire. C'est l'un des rares organismes à avoir fait un travail absolument considérable sur ce sujet. Mais c'est vraiment un travail de spécialiste. Donc, j'en suis à maintenant j'attaque mon 4e étage des fonctions de la Cour. Elle est chargée de rapports annuels sur l'exécution de la loi de finances, premier rapport. Deuxième rapport sur les perspectives des finances publiques. Troisième rapport sur la situation des finances de la sécurité sociale. Et puis il y a ce fameux rapport public annuel qui, lui, a une très vieille histoire, mais qui connaît un grand retentissement depuis 20-25 ans, à mon avis, pas beaucoup plus. C'est donc... la Cour a pris, en dehors de son cœur de métier, une place considérable dans notre démocratie. Et je vous propose, moi, que nous analysions cette progression, cette croissance de la place de la Cour des comptes au travers ou à partir ou grâce à les réflexions de Pierre Rosanvallon, qui a écrit un livre qui s'appelle « La contre-démocratie, la politique au temps de la défiance ». Et alors c'est effectivement je vais vous le faire court, on ne va pas résumer en 30 secondes un livre de 200 pages, mais en fond l'idée c'est la suivante. Il y a l'art de ne pas trouver la responsabilité des actions menées, et en même temps que il se produit une dissolution du politique au profit de ce qu'on baptise du terme générique d'autorité indépendante, mais qui n'est pas le cas de la Cour, qui n'est pas une autorité indépendante, mais qu'on peut baptiser de la notion de tiers vigilant. C'est-à-dire qu'au fond, on voit bien, l'électeur se dit que par les élections, il n'obtient pas forcément ce qu'il veut, et donc il confie d'une manière diffuse à des organismes comme la Cour le soin d'être un tiers vigilant en s'appuyant sur l'impartialité de la Cour. Et donc c'est là où on boucle avec le statut de la Cour, magistrature, inamovible, avec un côté monarchique derrière, le côté grand corps. Tout ça est assez présent, à mon avis, dans l'inconscient de nos citoyens. Et donc, Pierre Rosanvallon analyse les deux choses qui, à mon avis, vont rejoindre des choses qu'on s'est dit ce matin. C'est le fait que nous basculons de plus en plus vers une démocratie, ce que Rosanvallon appelle une démocratie d'imputation. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas
c'est bien, c'est mal, mais on dit c'est la faute à qui? Qui est responsable? Et ça, c'est ce qui explique, dans le domaine du professeur Dubernard, c'est la liste de toutes les réglementations, c'est bien qui est responsable. C'est une espèce... Et moi, je serais directeur général de la santé, je passerais mon temps à faire des textes pour me protéger. Parce que c'est effrayant. Car le problème va se régler comme... Le problème, c'est toujours, à un moment donné, c'est qui est responsable. Et donc, c'est cette évolution de notre démocratie vers une démocratie d'imputation. Et dernière chose, et là, je vais essayer de boucler sur les problèmes d'innovation et de gestion administrative, c'est la dictature de la transparence, l'idéologie de la transparence. C'est-à-dire que, bien sûr qu'en démocratie, la transparence est fondamentale. Bien sûr que l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme oblige tout fonctionnaire à rendre compte de sa gestion, ce qui est évident. Sauf qu'à partir du moment où la transparence devient une fin en soi et qu'elle se substitue à la recherche du bien commun ou à la construction de quelque chose, c'est extrêmement dangereux. Parce que si vous mettez en relation cette évolution avec ce que je disais il y a un instant, du fait que une grande partie des ordonnateurs non politiques gèrent à risque, on peut dire que de moins en moins, ils auront envie de gérer à risque. Et que donc, quelque part, la transparence fondamentale pour la démocratie peut jouer contre l'innovation et l'amélioration de la gestion administrative. Merci de m'avoir écouté. Je voudrais revenir personnellement sur un point, sur la première partie de votre intervention, sur la thématique entre innovation et respect de la règle. Justement, quand il y a une innovation qui est bloquée par une règle, vous dites on va créer donc une nouvelle règle de droit qui permet d'avoir un nouvel espace de liberté pour pouvoir justement avoir de la place à cette innovation-là. Ce qui m'a un peu frappé, et je pense que ça a frappé un certain nombre de personnes ici dans la salle, c'est quand vous avez parlé des hôpitaux qui fonctionnent parce qu'il y a des prises de risques. Justement, il y en a plusieurs dans ce hospitalier ici présents prennent des risques. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer cette prise de risque nécessaire finalement pour arriver dans l'innovation? Alors, deux choses sur ce sujet. L'une, c'est ce que nous avons tous vécu. Alors moi, ce n'était pas dans le monde hospitalier, mais c'était dans le monde du Conseil économique et social, où le gestionnaire, au nom du service public, est dans une éthique de responsabilité, une éthique de transgression. Enfin, il se trouve confronté à une sorte de choix impossible. C'est où je fais rien et je fais pas mon boulot, ou je fais quelque chose et je transgresse. Donc on le met dans une situation, c'est pas paranoïaque, non, c'est schizophrénique. Et donc il prend des risques. Et le drame que certains d'entre nous ont connu, le drame non, disons le désagrément que certains ont connu, c'est qu'ils vont se trouver face à des magistrats, soit de la Chambre régionale, soit de la Cour, qui vont dire, écoutez, mon bon ami, peut-être vous aviez raison, mais n'empêche que vous n'avez pas respecté la règle de droit. Donc la messe est dite. La messe est dite. Alors, sur le monde hospitalier, je vais, pour lequel j'ai gardé toute mon affection. Moi, ce qui me navre depuis, donc j'ai quitté la paix en 1994, et quand je discute avec tous mes copains, profs, directeurs d'hôpitaux de la paix de Paris, j'ai l'impression que rien n'a changé. J'ai l'impression que rien n'a changé. Et je suis de plus en plus, je suis de plus en plus convaincu que nous ne retrouverons des espaces de liberté pour la gestion hospitalière que le jour où les politiques feront enfin le choix d'une décentralisation complète du système de santé. C'est-à-dire que moi, je suis pour une régionalisation de la gestion du système de santé. Alors, heureusement que Jean-Claude Mallet est parti, parce que, alors là, consistant à ce que le budget de la CNAM est réparti, le budget hospitalier, mais non, globalement, allez, hop, est réparti sur un certain nombre de paramètres démographiques. Il y en a marre que ce soit toujours PACA qui ait de l'argent et pas le Pas-de-Calais. Et on répartit l'argent... Mais non, mais c'est vrai, enfin, je veux dire, bon, je dis là une banalité que vous avez... Mais donc, si vous voulez, voilà, je me laisse aller là. Mais c'est un exemple de la reconstitution, non pas de ligue dissoute, mais d'espace de liberté. Je ne sais pas si je suis clair. Bon.
Je crains alors, oui, ma crainte est qu'on soit... Mais c'est pour ça, parce que vous avez raison, on est dans le mouvement inverse, parce qu'il y a la règle et puis il y a la gestion des deniers publics, et que donc il faut bien que quelqu'un soit responsable. Alors c'est soit le contrôleur qui contrôle tout, soit c'est l'élu régional auquel on a donné un budget, qui va prendre ses responsabilités. C'est évident qu'aucun élu régional n'a jamais envie de faire ça. Hein, mais il faut le forcer, c'est tout. C'est comme pour les lycées, quoi. Il finira par l'avaler. Je crois quand même, et là aussi ça prendra à mon avis, je serai mort, les modes de contrôle des comptables publics, ça doit évoluer parce que personne ne comprend plus rien. C'est un système de double arrêt. Donc je suis sur le contrôle des comptes publics. Hein. Je suis juste sur ça pour montrer que ça ne peut pas continuer vraiment longtemps comme ça. Alors, la chambre régionale ou la cour, non, là c'était la cour, parce que c'est un de mes amis qui est le président de Dauphine, qui un jour m'a dit, mais c'est effrayant. Mais tenez, on va prendre cet exemple-là pour sortir du monde hospitalier. Dauphine est un lieu assez remarquable de formation, et notamment ils ont un budget, des recettes importantes provenant de la formation permanente. Et comment ils ont assuré ce succès? C'est parce que, m'a dit le président, donc là c'est un domaine que je ne fais que rapporter ce que j'ai vu et constaté. C'est blanc parce que nous avons accepté, nous, Dauphine, université publique, de payer au même tarif nos profs. En fait, en gros, le samedi, nos profs partaient de chez nous, les fermes de la formation permanente où on les payait 150 € de l'heure. Nous, on a dit que c'était complètement idiot, et désormais, on les paye 150 € de l'heure. Du coup, les élèves restent chez nous pour faire de la formation permanente, les entreprises, etc. La Cour est arrivée et a dit, attendez, vous ne respectez pas les textes. Vous respectez pas les textes. Il y a un décret qui fixe la rémunération en dehors des heures de cours dues. Vous ne pouvez pas la déplacer. Donc, je veux dire, on est là dans une mécanique. Je vais revenir sur le comptable public et sur le mode de contrôle. C'est l'exemple même que vous avez vécu où la Cour ou la Chambre régionale dit quelque chose à la fois de stupide, parce que c'est idiot, parce qu'effectivement, mais en même temps, elle ne peut pas dire autre chose. C'est ce que j'ai eu beaucoup de mal à expliquer au président de l'université. Je lui disais, mais écoute, elle ne peut pas te dire que tu fais bien d'enfreindre les textes, elle est obligée. Bon, ok. Mais à côté, il y a le comptable. Et la comptable publique, elle se trouve confrontée à un sujet qui est évident pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a par an, je ne sais pas moi, 2000 étudiants maghrébins, africains qui s'inscrivent, qui commencent par payer 200 € et puis qui ne donnent pas suite. Mais dans les comptes du comptable public de Dauphine, ça devient des créances. Et la Cour, quand elle arrive, elle dit « Qu'est-ce que vous avez fait comme diligence pour recouvrer ces sommes ?» Alors la malheureuse, elle dit « Mais attendez, il est à Ouagadougou, il ne répond pas. Ah, mais je ne veux pas le savoir. Qu'est-ce que vous avez fait ?» Bon, ce genre... Alors, pour terminer sur le fait que ces systèmes vont un jour évoluer, la Cour va la condamner, va lui infliger un débet, elle va se retourner vers l'université qui va lui faire une remise gracieuse. Bon, là, on est vraiment dans des jeux de rôle. Outre qu'on aura fait perdre du temps, qu'on l'aura blessé dans son honneur de travail. Bon, donc ça va changer. Les mécanismes de contrôle des comptes doivent devenir les mécanismes de contrôle des comptes des entreprises privées. Enfin, on ne va peut-être pas passer à quoique, ils ont un commissaire aux comptes, Dauphine. Donc de plus en plus, à mon avis, on va rentrer dans des systèmes de commissaires aux comptes qui avec les réformes ou les commissaires... Alors, je ne dis pas que c'est comme ça que ça va se passer, mais en tout cas, pour aller dans le sens de la question, sur le contrôle des comptes, à mon avis, les choses vont s'unifier, parce qu'il n'y a pas 36 façons de contrôler des comptes. Est-ce qu'il y a une réflexion européenne? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas le sentiment que j'ai le sentiment que les chambres, les instances supérieures de contrôle se parlent beaucoup. Nous, on a vu arriver les Portugais, les Hollandais. Vous savez, tant que la gestion de l'argent public relève de l'État-nation, je ne sais pas pourquoi ça évoluerait beaucoup. Ma crainte, pour aller un peu plus dans ce que vous dites, la Cour est confrontée à un dilemme qu'elle ne perçoit pas encore bien, enfin certains d'entre eux le perçoivent très bien, c'est qu'au fond,
tout ce qu'elle écrit, alors, tout ce qu'elle écrit dans ses rapports thématiques, vous savez, quand elle analyse, je sais pas, l'aide aux plus démunis, elle fait des rapports, etc. Ça, c'est basé sur, je dis l'aide aux plus démunis parce que c'est un contrôle auquel j'ai participé, c'est pour ça. C'est basé sur des contrôles d'organismes, c'est-à-dire qu'elle va contrôler, au sens juridictionnel et de la gestion, 15 organismes, et à partir de là, elle va en tirer un rapport thématique sur ce sujet-là. Donc, elle tire sa substance de son cœur de métier. Cœur de métier dont je vous disais, dont je crois, d'une part, qui va nécessairement évoluer parce que le contrôle des comptes de ce type va devenir... donc, il va falloir qu'elle se modifie. Et en même temps, elle va tellement être appelée à d'autres fonctions, comme celle que je vous indiquais, ce qu'on appelle les articles 58.2, c'est-à-dire quand le Parlement demande à la Cour un rapport, les rapports annuels sur l'exécution des lois de finances, éventuellement l'évaluation des politiques publiques, le rapport public qui, lui, est toujours basé quand même sur des contrôles. Un jour, elle risque de perdre son cœur de métier et son savoir-faire. C'est une de mes interrogations. Mais je n'ai pas de réponse exactement sur votre question de type « est-ce qu'il va y avoir une unification ?» Je ne sais pas si c'est indispensable, d'ailleurs.